Allez, on continue le live, on va parler obligataire, on va faire un état des lieux du marché obligataire. D'une part avec Éléonore Bunel. Éléonore, bonjour. Bonjour. Éléonore, vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Lazare Frères Gestion. Lazare Frères Gestion, pour caractériser en un mot, c'est une institution. Et puis à vos côtés, Anne-Claire Dossin. Anne-Claire, bonjour. Bonjour. Anne-Claire, vous êtes analyste gérante obligataire chez Amiral Gestion. Tout à fait. Bon, Amiral Gestion, en contrepoint, c'est un peu ce que les anglo-saxons appellent une boutique. On a 30 minutes pour parler marché obligataire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a des solutions, parce que les taux sont en train de remonter, on le sait, quand les taux montent, le prix du papier baisse. Un peu rapidement, pas de macro, mais vos anticipations. Les qui se lancent. Éléonore ? Allez. Donc les anticipations, nous, c'est vrai que chez Lazare, déjà depuis plusieurs trimestres, déjà depuis l'année dernière, nous pensions que cette inflation ne serait pas temporaire. Oui, parce qu'à un moment, on s'est dit, ouais, ça va passer. Ouais, non. On était vraiment sur un scénario de banque centrale en retard, etc. Donc, positionné pour cela, évidemment, en termes de duration, donc de maturité de papier, des papiers dans les portefeuilles. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que cette tendance va continuer. Pourquoi ? Parce que l'inflation, même si on peut peut-être s'attendre à un pic à court terme, on observe en fait une rotation des biens vers les services. Donc ça veut dire que le sujet quand même devient un petit peu plus sérieux. Et puis au niveau des taux... l'inflation n'est pas passagère pour vous ? Non, clairement. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les banques centrales dans cet environnement-là vont monter leurs taux jusqu'à casser, que la croissance en fait craque pour refroidir l'inflation. Donc après, le niveau final... Je dirais, ça va dépendre des conditions financières versus l'impact effectif du renchérissemement. Mais peut-être qu'on peut se dire que 1-2 ans sur le 10 ans allemand ou au moins, au moins 4% sur le 10 ans américain, ça sera plausible. Ah oui. Anne-Claire, c'est quoi votre perception sur les taux ? Vous anticipez quoi ? Alors, nous, on est plutôt des stocks et des bond pickers chez Amiral. Donc, mais ce qu'on constate quand on regarde le marché obligataire, c'est qu'il a quand même corrigé de façon significative depuis le début de l'année. Et même par rapport à sa moyenne 10 ans, tant sur le plan du rendement que sur les marges de crédit, on est revenu sur des niveaux qui sont significativement au-dessus de la moyenne de ces 10 dernières années. Et ça va durer ? Alors, on pense que là, on s'est installé effectivement sur ces niveaux-là. Toutefois, le marché reste quand même assez liquide et on pense qu'il ne price pas encore un scénario complètement noir de récession. On n'a pas eu de trou d'air sur la liquidité. Donc, on pense qu'on peut connaître encore des phases compliquées. On l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est moi qui l'ai dit. Quand les taux montent, le prix du papier baisse. Comment on fait pour gérer ? Comment on limite la casse ? Alors, vous, Éléonore, vous disiez, on avait anticipé, on avait baissé les durations, les sensibilités, on est allé sur des obligations moins sensibles. Alors, des obligations moins sensibles, oui, ça c'est clair, avec du rendement, donc plutôt dans la catégorie, je dirais, au rendement, à yield ou dette subordonnée financière, mais vraiment, des maturités vraiment très très courtes. C'est quoi ? C'est moins 2022-2023, voilà, très défensif. Mais la chose très très importante, comment on limite la casse ? Il faut, donc en termes de duration, si on a des marges de manœuvre assez larges dans un fonds et qu'on peut être en duration négative. Donc là, vous gagnez de l'argent puisque vous arrivez à vendre des futurs taux. Et donc quand les taux montent, vous gagnez de l'argent. Donc la performance devient positive. Faut bien anticiper, il ne faut pas se tromper. Exactement. Mais bon, avec un boom à moins 70 BP l'année dernière, on pouvait se dire que... On se dit qu'à un moment, la fête va se terminer, c'est ça ? Bah oui. Ok. Et donc là, ça permet... Alors c'est vrai que c'est un peu technique, l'obligataire. Moi, j'ai le sentiment qu'en France, tant les particuliers que même parfois les partenaires CGP ne sont pas toujours très à l'aise. Sur l'obligataire, il y a quand même quelques principes de base. Quand les taux montent, le papier baisse. Et cette baisse, elle est fonction de la sensibilité, c'est-à-dire... Vous me dites, si je dis une bêtise, c'est la sensibilité, c'est la durée de vie résiduelle du papier avant remboursement. Plus cette durée de vie est courte, moins le papier est sensible, et puis plus cette durée de vie est longue, plus le papier est sensible. Même question pour vous, Anne-Claire, comment on fait pour limiter la casse ? Quand tout descend. On est aussi on reste actuellement sur des maturités d'obligations courtes. On a une duration, alors qui n'est pas négative, mais qui est à peu près de 2,5. D'accord. Ce qui reste 2 fois moins que le marché obligataire
au global. Ouais. Et puis, on a commencé à l'année avec pas mal de cash, d'investissement très court terme. On avait à peu près 28% de disponibilité d'investissement très court terme en début d'année. Ok, on se met en cash pour se désensibiliser. Voilà, et on tourne autour de 20% aujourd'hui. Donc, on a un peu réinvesti, mais on garde quand même une position en cash importante pour saisir des opportunités d'investissement quand elles se Bon, Anne-Claire, je ne veux pas casser l'ambiance, mais j'entends votre stratégie, on se met en cash, on se désensibilise. Donc ça, c'est vrai que ça permet de limiter la casse. Est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent? Parce que quand on est en cash, on ne gagne pas d'argent. Comment? Est-ce qu'il est possible? C'est une question pour vous deux. Hein. Comment on fait pour gagner de l'argent? Alors, malgré cette poche de disponibilité de l'ordre de 20%, on a quand même quasiment 5,5% de rendement sur le portefeuille. Donc, si le marché ne bouge pas, se stabilise, on a quand même un portage qui est intéressant et qui peut même être poussé au-delà parce que les 5%, les 5,5%, c'est sur le portefeuille, mais sur la poche investie, on est quasiment à 7%. Donc, si on réinvestit la part de cash qu'on a, on tourne autour de 7% de rendement. Et avec ce portage, on pourrait récupérer ce qu'on a perdu depuis Il va falloir quand même que vous nous disiez tout à l'heure ce que vous mettez en portefeuille pour, sur cette poche investie, atteindre plus de 5%, être vers les 7%, parce que ça, c'est plutôt attractif. Oui. Alors, on reste à l'écart de l'investment grade, sur lequel on a un rendement qui est encore relativement faible, des marges de crédit faibles, et puis des maturités très longues, donc très sensibles à la remontée des Vous faites comme Éléonore, vous allez sur le high yield. On fait essentiellement du high yield, voire même essentiellement du simple B et du non noté, parce qu'on considère que sur le double B, il peut y avoir un risque aussi quand la BCE va arrêter d'acheter les papiers investment grade. Mais pour autant, même si on est sur du simple B, du non noté, on reste sur des entreprises qu'on connaît très bien, des managements qu'on rencontre très fréquemment. On fait une analyse très fine de la liquidité de ces sociétés, de leur position en cash au bilan, où est le cash au sein de la société, dans quelle filiale, etc. Donc certes, c'est des sociétés endettées, mais pour lesquelles on a vraiment des convictions très fortes. Juste une question un peu, pas cuisine, mais si on lève, là, on est en train de lever le capot. Vous investissez votre terrain de jeu, c'est mondial, c'est plutôt zone euro? Alors, on peut aller partout. Et il se trouve qu'actuellement, on reste plutôt en Europe. D'accord. Parce qu'on trouve ce qu'il nous faut pour investir. Éléonore, même question, mais vous nous avez déjà un peu répondu. La question, donc, limiter la casse et comment gagner de l'argent, si on est en sensibilité négative, on est content, c'est confortable. Oui. Donc, nous, sur le fonds flexible que nous gérons, nous sommes en sensibilité négative depuis déjà plusieurs trimestres. D'accord. Donc c'est vrai que depuis le début de l'année, la performance du fonds est positive, ce qui est. Je rappelle quand même que toutes les classes actifs obligataires ont des performances depuis le début de l'année très très négatives, voire à 2 chiffres. Nous, on a réussi à avoir une performance très positive aujourd'hui, donc ce qui est plutôt bien. Et c'est vrai, quand on regarde un petit peu, je dirais, l'attribution de performance du fonds, d'où vient cette performance positive? Elle vient de cette sensibilité négative qu'on a mis en place. Et de la protection aussi, puisqu'on a du crédit. Alors, comme le disait Anne-Claire, on est investi aussi, nous, sur des dettes très, très courtes avec du rendement, mais les primes de risque se sont écartées quand même depuis le début de l'année, donc ça génère une performance négative, cela. Mais en face de cela, vous avez le portage que vous captez quand même sur la période, qui compense un petit peu cet écartement de spread. Et nous avons aussi une protection sur les dérivés de crédit. Donc, nous avons acheté de la protection pour réduire le risque de crédit. Et en fait, au final, depuis le début de l'année, on n'est pratiquement pas exposé sur le crédit, donc on ne perd pas d'argent sur le crédit. Et on arrive à faire de la performance avec cette sensibilité négative. Donc, clairement, je pense qu'un fonds flexible dans l'environnement actuel, c'est quand même, je pense, assez intéressant. Même question, Éléonore. Votre terrain de jeu, c'est mondial, c'est plutôt zone euro, c'est quoi? Alors nous, c'est un petit peu comme Anne-Claire, on est principalement investi aujourd'hui sur des dettes libellées en euros. D'accord. Mais on a déjà c'est bien parce que ça limite le Oui, mais risque on a de quand change. même, on peut avoir des dettes du dollar. L'année dernière, on avait toute l'année des break-even, donc des obligations inflation dollar américaine pour 10% du fonds. Donc on en a, voilà. Et puis il est possible que l'année prochaine, si on est dans une phase de récession, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais qu'on investisse sur de la dette américaine pour 30% du fonds. Donc c'est possible. Mais il faut bien juste noter... un fonds flexible, donc ça veut dire qu'on est... C'est pas péjoratif, on est opportuniste. Là, vous opportuniste dites, on est sur toutes les classes actives. zone euro, mais demain, l'année prochaine, on peut être dollar,
Opportuniste sur les zones, opportuniste sur le crédit ou sur les taux. Donc, c'est pas la même chose d'être exposé sur... opportuniste, alors on peut avoir jusqu'à 10% d'exposition currency, donc de change. Donc, c'est pas... Voilà. Et 10% sur l'émergent. Donc, chose qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. On a coupé toutes les pauses l'année dernière en milieu Sur d'année. l'émergent, oui, on comprend. Ouais. C'était une bonne idée. Comment réagissent les investisseurs, enfin le marché? Là, vous venez de nous donner votre réaction à vous. Vous analysez comment la réaction des confrères et des investisseurs au sens large, puisque les autres gérants sont aussi des investisseurs. Allez, Eleonore. Allez. Donc, le marché, ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est que les investisseurs, notamment les concurrents, avaient quand même anticipé ce marché un peu plus compliqué cette année. Donc, moi, ce que j'entends autour de nous, c'est que tout le monde avait constitué des poches de cash assez importantes pour faire face à cela, ce que vous disiez tout à l'heure, Anne-Claire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'en fait, on ne voit pas de capitulation sur le marché. Pour le moment, il n'y a pas de capitulation parce que les gens sont préparés, les investisseurs sont préparés. Ils ont réduit le risque dans leur portefeuille, ils ont du cash. Mais au bout d'un moment, le cash commence à être aussi à se réduire petit à petit. Oui. Donc, c'est en ça que si on se dit que on peut avoir peut-être un été compliqué, des taux qui continuent de monter, etc., jusqu'où ça peut aller, est-ce qu'on peut avoir une capitulation? C'est pas impossible. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on remet pas du risque maintenant. Ce que vous appelez une capitulation, c'est des ventes. Des ventes, forcées. On se déleste. Voilà. On se déleste et ça, c'est pas bon. Anne-Claire, votre analyse, vous partagez le point de vue de Oui, Eleonore? tout à fait. Pour l'instant, vous savez que sur le marché obligataire, on regarde beaucoup la liquidité, parce que la liquidité peut se tarir. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Pour l'instant, on n'a pas ce phénomène-là. Donc, le marché reste relativement sain, même si on voit que il y a des retraits nets depuis le début de l'année sur la classe d'actifs obligataires. Il y a des retraits, mais ça ne prend pas des proportions, c'est pas une fuite. Pour l'instant, c'est graduel. Donc, le marché gère. D'accord. Et puis, même question alors que sur le marché, mais par rapport à vos partenaires, je pense les partenaires CGP, est-ce qu'ils sont ou pas à l'aise pour travailler la classe obligataire, et puis cette période où justement on se dit les convictions sont parfois un peu difficiles à se faire? Oui, je pense que on a pas mal de questions de nos investisseurs et c'est légitime parce que oui, c'est bien qu'ils s'intéressent. Donc c'est à nous de leur expliquer le contexte de marché et de leur expliquer aussi que dans ce contexte, il y a justement sur l'obligataire, il y a des fonds flexibles comme les nôtres justement qui permettent de s'exposer différemment au marché, de pas faire que de l'indiciel. Et qui permettent de gérer aussi la liquidité et donc qui permettent de naviguer dans des configurations de marché différentes. Donc beaucoup de questions, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut expliquer. Oui, il faut être présent auprès d'eux, il faut expliquer ce qui se passe, comment on réagit, comment on est positionné et justement l'intérêt de ces fonds flexibles obligataires. D'accord. Eleonore, même question, les partenaires CGP, ils sont comment? Vous les sentez confiants, sereins ou ils fébrilent? Est-ce qu'ils vont faire partie de ceux qui vont lâcher et quitter le navire un peu? Non, je pense pas. Je pense que depuis maintenant pas mal d'années, ils étaient un petit peu frileux de la classe active parce que les taux étaient bas, on entendait beaucoup, oui, mais les rendements sont à zéro, voire négatifs, etc. Ce qui n'empêche pas de pouvoir faire de la performance, même si on a des rendements proches de zéro. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va rentrer dans une phase avec des taux plus hauts, des primes de risque plus hautes. Ouais. Donc il va y avoir des opportunités beaucoup plus intéressantes pour eux certainement, que ce soit sur l'investment grade, on en parlait tout à l'heure, même sur la dette souveraine. Parce que quand vous retrouvez des taux à 2, 3, 4%, là, on n'est plus dans un environnement de taux extrêmement bas, voire négatif. Ouais, donc oui, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie pour leur expliquer cela. Et puis après, selon le risque qu'ils ont envie de prendre aussi. Est-ce qu'ils ont envie d'aller sur des boîtes, des sociétés qui sont à haut rendement, donc avec un peu plus de risques dans un contexte où on a peut-être une récession qui arrive, ou alors aller sur l'investment grade avec des sociétés très solides ou même de la dette souveraine. Il faut le rappeler, haut rendement, c'est bien, mais souvent c'est associé à haut risque. Oui, plus risqué. Parce qu'on ne sort pas de ce couple rendement-risque, donc on peut avoir des rendements attractifs, mais un risque de faillite plus important. Exactement. Aussi. Par rapport au CGP, vous nous avez donné votre retour, ce que vous percevez chez eux. C'est quoi vos préconisations en termes d'allocation? Quel poids
on accorde à la classe d'actifs dans les portefeuilles? Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Alors, c'est peut-être pas votre job, peut-être que ce sont, dans vos maisons respectives, plutôt les commerciaux qui ont vocation à évangéliser, à indiquer. Mais vous, entre nous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous diriez? Si oui, allez-y, Léonore. Ce qu'on vient de dire, en fait, c'est qu'on a des taux qui ont augmenté, qui vont continuer d'augmenter sur des dettes souveraines, sur de l'investment grade, donc du crédit de haute qualité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on peut accorder une place quand même, on va accorder une place probablement plus importante dans les portefeuilles aujourd'hui des CGP, parce que finalement cette part avait été réduite les dernières années avec des taux, ce qu'on disait tout à l'heure, des taux extrêmement bas, voire négatifs. Donc là, il va falloir que ça change, il va falloir que moi, je pense que cette partie, cette portion de fixed income de taux dans les portefeuilles devra augmenter dans les prochains trimestres. Donc, vous préconisez du volontarisme? Oui. Ok, Claire. Anne-Claire? Alors nous, ce qu'on pense, c'est que des fonds flexibles obligataires, comme celui que nous gérons, Sextant Bond Picking, a tout à fait sa place de façon pérenne dans une allocation d'actifs patrimonial, justement parce qu'il offre cette flexibilité et qui permet de naviguer dans différentes configurations de marché. On gère en fait, pour le compte de l'investisseur, son positionnement au sein du marché obligataire. Sextant Bond Picking, c'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure en présentant Amiral Gestion, vous êtes une boutique et c'est vrai que la culture de votre maison, c'est du stock picking, de la sélection de valeurs, et c'est ce que vous disiez, on n'est pas trop à faire de la macro, des choses comme ça. Anne-Claire, j'ai envie de vous entendre tout à l'heure, vous nous disiez, on a réduit l'exposition et on a une poche de cash de l'ordre de 20%, et pour autant, on fait une performance globale de 5 quelque chose % sur le fonds. Le rendement. Pardon. Oui, le rendement. Le rendement. Qu'est-ce qu'on met en portefeuille, concrètement? Alors, donc, on est plutôt positionné sur le segment. C'est quoi votre tiercé gagnant? Alors, c'est vrai qu'on est vraiment, c'est ce que vous disiez, on est vraiment des investisseurs directionnels dans des dettes d'entreprise. Ça, c'est vraiment notre créneau. Donc, je le disais, on est plutôt sur du simple B ou du non noté. L'intérêt aussi de ce type de fonds qui a un processus de gestion large, c'est qu'on peut aller chercher dans des sous-poches du marché obligataire un petit peu différenciantes. Notamment, je pense aux obligations convertibles, qui représentent aujourd'hui un gros 20% de notre fonds. Et même sur la poche investie, on est au-delà de 25%. Pour nous, c'est une classe d'actifs qui a beaucoup souffert depuis le début de l'année. Parce qu'en début d'année, il y avait une exposition, une sensibilité au marché actions qui était encore importante. Et on estime aujourd'hui que c'est une poche du marché obligataire qui est sous-valorisée. Donc, on est allé chercher des sociétés qu'on aime bien dans cette sous-poche. D'accord. Même question, Éléonore. Concrètement, vous nous avez dit on met des taux négatifs, des sensibilités courtes. C'est quoi votre tiercé gagnant? Et puis après, je vous poserai à l'une et à l'autre la question inverse, le tiercé perdant, c'est-à-dire les choses que vous n'avez pas envie de mettre en portefeuille. Donc on a déjà une petite part de la réponse. Le tiercé gagnant pour nous, c'est d'être en sensibilité négative, clairement. D'accord. Ça, c'est... vous pouvez générer de la performance positive dans ce contexte, donc c'est vraiment important. Se concentrer sur des dettes de maturité courte, comme on l'a dit, soit sur du high yield, sur des subordonnées financières aussi, où je rappelle qu'on est quand même sur les subordonnées financières sur des émetteurs notés investment grade, donc dans le haut du panier. Mais comme vous descendez en termes de subordination dans l'obligation, vous avez un rendement assez élevé, donc ça c'est une chose assez importante. Et puis, troisième chose, pouvoir couvrir avec des dérivés de crédit, donc couvrir le risque de crédit de manière tactique. Et donc ça vous permet de bien tenir dans ces marchés compliqués. Donc encore une fois, notre fonds flexible peut faire tout ça. Il peut aller en sensibilité négative, il peut couvrir le risque. On peut rappeler le nom? Lazard Credit Opportunities. Ok. Tiercé perdant, on reste. Alors, en creux, vous nous avez dit ce que vous mettiez en portefeuille, donc en creux, vous, Éléonore, vous disiez, l'investment grade, ça ne nous fait pas rêver, etc. C'est quoi le tiercé perdant pour chacune? Enfin, les choses, on vous dit, c'est peut-être bien pour ma voisine, mais c'est pas pour moi. Alors actuellement, nous, on évite de faire de l'investment grade, justement, parce que... Parce qu'il n'y a plus de grain à moudre et il n'y a que de l'argent à perdre.
Les maturités sont généralement très longues, donc la sensibilité au taux est importante. Et puis on sait que la Banque centrale européenne va arrêter d'acheter ces papiers. Les achats de la BCE constituaient un soutien, un support à ces papiers. On considère que sur des papiers sur lesquels les marges de crédit sont déjà faibles, il va y avoir aussi un effet flux. D'accord. On reste à l'écart et puis on essaye de rester, on reste vraiment à l'écart de tout ce qui est liquide, hein, on ne fait pas de produits structurés, on est vraiment investi sur des dettes d'entreprise qui s'échangent quotidiennement en gré à gré. Ça pour nous c'est aussi très important. C'est intéressant de voir qu'on peut, sur une même classe d'actifs, l'obligataire qui traverse une période compliquée, avoir des stratégies gagnantes qui sont différentes. Je trouve que c'est ça aussi l'intérêt de la gestion, c'est ce qui fait que les gérants ne sont pas substituables, c'est qu'on peut jouer la partition de façon différente. Vous disiez tout à l'heure, on peut éventuellement aller sur les devises, je crois que c'est vous, Éléonore, qui disait, mais en ce moment, on est pareil, des anticipations sur les devises ou pas ? Vous voyez quoi à l'horizon ? Si on a un discours beaucoup plus hawkish de la Banque centrale européenne, c'est clair que ça va être positif pour l'euro. Donc nous, on avait un pari dollar qu'on avait mis en place, un long dollar sur l'exposition, sur le portefeuille en septembre, qu'on a coupé récemment. D'accord. Donc là, on n'a plus d'exposition dollar. Pour nous, le dollar est a monté vraiment de manière importante. Donc on a pris nos profits. Donc, ça a permis encore de générer une performance positive sur le fond. Et donc, on pense que maintenant, on est peut-être arrivé J'ai l'impression que vous êtes sur une gestion très, très tactique. Ça bouge beaucoup chez vous. Oui. Oui, c'est assumé. Oui, c'est l'intérêt du fonds flexible, c'est de pouvoir capter des rendements, de générer de la performance dans n'importe quel mouvement de marché. On l'a fait aussi pendant la crise du Covid en 2020. On a été très, très tactique en mars 2020. Et février 2020, d'ailleurs. Anne-Claire, sur les devises, vous voulez... Alors sur les devises, on peut investir en devises, ça il y a aucun souci. Ensuite, la plupart du temps on couvre parce qu'on estime que c'est moins notre métier d'avoir une vue sur les devises. Voilà, on reste plus, comme je le disais, très directionnel sur les dettes d'entreprise. Donc on s'interdit pas, au contraire, d'aller investir sur des obligations qui sont en devises, parce que parfois justement ça permet d'aller chercher des obligations qui sont un peu moins bien achetées, donc qui ont un peu plus de rendement, parce que les investisseurs connaissent moins, mais on couvre quasiment systématiquement. Ok, c'est clair. Je veux pas casser l'ambiance. Mais il y a quand même une question qui me turlupine, et puis je pense que je ne suis pas le seul. Il y a une de vous deux qui disait, oui, il y a de l'inflation, les banques centrales vont inévitablement remonter les taux, voire très fortement, pour éviter de la surchauffe économique. Il y a une hypothèse de travail qui se fait jour depuis un certain temps, c'est qu'on va peut-être avoir de l'inflation, et puis pas beaucoup de croissance, voire pas de croissance, voire de la récession. Et ça, ce n'est pas un scénario enthousiasmant. Vous en pensez quoi de cette hypothèse, Anne-Claire ? La récession, c'est une construction de journalistes pour se faire peur ou c'est une hypothèse de travail vraisemblable ? Non, je pense que c'est plutôt une hypothèse de travail, effectivement, qu'il faut qu'on prenne en compte, même si nous, on est assez humble dans nos prévisions macroéconomiques. On a bien compris. Mais on pense que c'est un risque réel. Alors, dans notre univers, on a déjà un certain nombre de sociétés qui ont fait des avertissements sur leurs résultats, parce que le chiffre d'affaires est en baisse, les marges baissent parce qu'ils achètent plus cher. Et on pense que la période de publication des résultats du deuxième trimestre 2022, publication des résultats des entreprises, là, entre juillet et août prochain, peut être chahutée. D'accord. Et ça va être certainement un bon indicateur avancé. Ok, donc vous scrutez ça, parce que c'est bien beau d'investir sur du high yield, mais ça veut dire qu'on est sur des structures, des sociétés qui ont une structure financière parfois un petit peu fragile. Oui, généralement plus endettées, oui. Voilà, plus endettées, qui peuvent être prises en ciseaux avec de la croissance en berne et puis des taux qui montent. Et là, pour le coup, il faut être vigilant, être sûr de lâcher le papier suffisamment tôt quand même. Je ne vais pas être cynique, mais c'est un peu ça quand même. C'est pour ça qu'on a positionné le portefeuille de façon plutôt défensive et prudente. Donc en restant... Alors certes, c'est des sociétés qui sont un peu plus endettées, mais on achète des dettes un peu plus courtes, donc sur lesquelles on a une bonne visibilité. En tout cas, on arrive plutôt bien à anticiper le business plan sur les 2-3 prochaines années. Et puis encore une fois,
fois, c'est des sociétés qu'on connaît bien, on rencontre souvent le management, on les challenge, on se positionne sur des sociétés aussi qui ont montré par le passé qu'elles étaient capables de naviguer dans des environnements compliqués, et des sociétés qui gèrent aussi bien leur liquidité, qui gardent du cash au bilan, qui ont un bon échéancier de leurs dettes, etc., etc. Donc on fait une analyse très fine de tous ces postes-là. Ok, c'est clair. Éléonore, même question, la récession, on n'y croit pas chez Lazard? Alors, on y croit. On pense qu'il y a une forte probabilité qu'on ait effectivement une récession au deuxième semestre de l'année prochaine. C'est 2023. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore dans les données économiques tout est quand même très bien orienté, les PMI restent bons, la consommation des ménages se maintient, notamment aux États-Unis, à un niveau très très élevé. On ne voit pas d'indicateurs pour le moment fléchir. Donc ça, à côté, je dirais, données macroéconomiques, on est plutôt bien orienté. Donc pour nous, la récession, c'est pas maintenant, c'est pas à la fin de l'année comme le marché pouvait le pricer récemment. Donc plutôt deuxième semestre 2023. Après, c'est vrai que faut pas oublier que quand on a une récession, les primes de risque, notamment sur le crédit, commencent à s'écarter avant la récession. Donc c'est pour ça que d'être positionné sur des dettes courtes aujourd'hui, alors peut-être pas des triple C, ce qui est le bas du panier en termes d'investissement à yield, mais peut-être des double B, un petit peu de single B, ça dépend des boîtes, mais voilà, et sur des dettes surtout très très courtes, un an, 2 ans, on voit la liquidité de la boîte si elle pourra rembourser sa dette. Donc là, on navigue à vue. Il n'y a pas trop d'inquiétude sur les boîtes qu'on suit, nous, pour le moment, et sur lesquelles on investit sur de la dette très, très courte. D'accord, c'est clair. Et effectivement, sur du papier très court de 12 à 24 mois, si on a bien fait le job, ça va tenir, quoi. Exactement. Donc, on peut prendre une baisse en termes de... Mais vous savez, c'est comme un élastique, en fait. Les dettes très, très courtes, ça peut perdre 5%, mais ça revient très, très vite, en fait, puisqu'il y a le remboursement au pair. Parfois, l'élastique se casse. Oui, mais ça, c'est le défaut. Et donc, le défaut, nous, c'est notre job aussi, avec Anne-Claire, d'analyser les boîtes et de dire, voilà, est-ce que c'est une société qui peut faire défaut ou pas? Dans ces cas-là, évidemment, on va peut-être pas investir dessus. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut parler argent? Non, je veux dire par là, est-ce qu'on peut parler performance? Alors les performances futures, on va pas trop les évoquer, mais les performances passées de vos gestions. Vous évoquiez du 5,5. Ah, ça c'est le rendement. On est d'accord. Ouais. C'est le rendement. Historiquement, vos fonds, ça a fait quoi au cours des dernières années? En termes de performance, donc nous sur Lazard Credit Opportunities, on est aujourd'hui à plus de... depuis fin 2018, si on prend 2019, 2020, 2021, en plus on a eu 2020 qui était une année quand même compliquée avec le Covid. Cette année aussi est quand même compliquée, mais depuis, donc je dirais, fin d'année 2018, on est à plus de, je dirais, 33%, 35% net en termes de performance, sachant que cette année, on est à plus de 6% de performance positive sur le fonds. Ok. Donc ça remplit le contrat. Ça remplit le contrat, toujours être flexible et essayer de capter les mouvements de marché année après année. Vous êtes combien pour gérer? Alors, c'est compliqué d'être flexible. C'est l'idée parce que la gestion flexible sur le papier, c'est effectivement le bon sens. Il faut sortir, faut rentrer, faut pas s'endormir sur ses lauriers. Sauf que souvent, c'est après coup qu'on sait qu'il fallait sortir ou rentrer. Donc c'est Non, nous on a un process bien clair où toute l'équipe participe, on se donne des prévisions sur les spreads, donc les primes de risque investment grade, high yield, etc. Donc on a un process bien carré, bien robuste, mais flexible. C'est-à-dire que même si on donne une vision à 3 mois, si dans les 3 mois, on a un gros changement, voilà, et ça a été le cas en février 2020, on avait lancé le process, on avait fait tourner notre process en décembre, et février 2020, on l'a refait tourner quand on a eu ce virus en Chine qui est apparu, et on pouvait s'attendre évidemment à une diffusion un petit peu au monde entier, donc on a refait tourner. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir un process robuste et flexible pour pouvoir tourner les positions. Donc nous, c'est un peu un travail collégial. Moi, je gère le fonds. J'ai aussi Alexia Lator qui est co-gérante sur le fonds, qui gère la partie high yield. Adrien Lalanne également sur le fonds. Donc voilà, on est une équipe et puis on s'appuie sur toutes les équipes obligataires de Lazard Frères Gestion. C'est clair. Même question, Anne-Claire. Est-ce qu'on peut parler des performances passées?
Oui, alors le sextant bond picking, ces 3-4 dernières années, la performance, depuis création d'ailleurs en 2017, la performance a toujours été supérieure à celle des grands indices obligataires. D'accord. Et ce même dans les phases de drawdown importantes. Je pense à la période de Covid là, de mars, où ça a été de mars 2020. Le fonds, alors même qu'il était investi en high yield, etc., a bien résisté. Depuis le début de l'année, c'est pareil, on fait nettement mieux que les grands indices. À yield. Ouais. Et pour ce qui concerne la composition de l'équipe, alors on est 2 à la gestion obligataire au sens strict chez Amiral Gestion, mais on s'appuie également sur l'ensemble des équipes d'analyse equity, parce que on a un certain nombre d'entreprises en commun. Les gérants equity investissent en equity et nous, on peut se positionner sur la dette. Et donc, sur un grand nombre d'entreprises, on a un travail commun sur l'analyse des sociétés. D'équipe pour partager les idées. On me fait signe que nous sommes arrivés au terme de ce live. Merci Eleonore, merci Anne-Claire d'avoir partagé vos convictions et d'avoir répondu aussi franchement, sans langue de bois à mes questions. À bientôt. Merci pour votre invitation.